il y a une sorte de propagande ou d'auto-persuasion que la Russie, in fine, finira par perdre, qui fait qu'on trouve tous les moyens possibles pour justifier qu'à un moment, ça va se produire. Et en réalité, quand on regarde, on est en passe d'attaquer la 3e année d'hiver, de guerre en hiver, et la Russie, pour le moment, est toujours à l'offensive et grignote toujours sur le champ de bataille. Et pour l'analyse, nous retrouvons notre partenaire du jour, Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Liselotte. Et je cède la parole à Richard de Sèze. Merci Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Alors Régis, il paraît que la Russie est un pays dangereux et d'ailleurs elle envoie des drones à peu près partout pour faire en sorte que nous soyons inquiets. Écoutez, elle est rentrée dans nos têtes. C'est vrai que avec la guerre en Ukraine, on en parle de façon vraiment régulière. Maintenant, oui, cette histoire de drone. Alors, il y a à boire et à manger il y a les vrais drones russes, ceux qui sont avérés, ceux qui ont franchi l'espace. L'espace aérien polonais en début septembre, les 9 et 10 septembre dernier. Alors ça, c'était des drones de type Gerbera qui en fait, à l'intérieur desquels on a effectivement trouvé des cartes SIM polonaises qui montreraient que ce pays était délibérément visé, mais il n'y avait pas d'armes dedans. Donc ça, c'est des vrais drones. Il y en a eu 19. Voilà. Et puis, il y a ceux dont on entend parler depuis exactement lundi dernier. Je suis venu pour faire une chronique et quasiment quelques heures plus tard, on entendait parler des drones au-dessus du Danemark. Voilà. Au début, ça a été l'aéroport de Copenhague. Je rappelle les faits. L'aéroport de Copenhague, il y a eu celui d'Oslo qui est situé à peu près à 500 km à l'est. Et ces drones ont perturbé le trafic aérien pendant plusieurs heures. Rebelote dans la nuit de mercredi à jeudi. Même phénomène sur les aéroports d'Eschberg, de Sonderborg et une base militaire également. Chaque fois, le trafic aérien doit être interrompu. La nuit suivante, c'était l'aéroport d'Aalborg, situé au nord du Danemark, tout au nord du Danemark, de subir le même sort. Et vendredi, donc dans la même journée, à nouveau, survol de drones, toujours non identifiés, au-dessus d'une base aérienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première ministre Mette Frederiksen nous a expliqué qu'il s'agissait d'attaques hybrides causées par un acteur professionnel. Alors elle dit, il existe, je la cite, principalement un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, à savoir la Russie. Mais elle dit pas que c'est des drones russes. Elle maintient le flou. Évidemment, en orientant toujours en disant, ça y est, c'est fatalement les Russes qui font ça. En France, ce qui est intéressant, c'est que la base de Mourmelon en Champagne a également été survolée par des drones. Vous vous souvenez de la base de Mourmelon en Champagne? Vous êtes de ma génération. C'était à l'époque du service militaire, c'était l'endroit où il ne faut surtout pas aller. Mais Mourmelon, c'était juste l'horreur. L'horreur absolue, la hantise de la plaie du contingent. Un endroit sinistre. Bref, mais voilà, il a été survolé. Alors ça a fait les gros titres sur BFM TV, évidemment sans aucune vérification, comme d'habitude. En France, il faut préciser qu'il y a quand même des millions de drones. J'ai trouvé le chiffre. En France, vous avez 350 000 drones qui sont immatriculés. Voilà, et des millions de drones dans la nature. Alors une plainte a été déposée, une enquête est en cours, mais rien ne dit qu'il s'agit d'un drone russe, que c'est tout simplement des drones amateurs qui sont quelqu'un qui était dans la forêt et qui a fait voler son drone au-dessus de la base. Quand on parle de drone, c'est aussi bien un engin qui est grand comme la paume de la main que quelque chose qui fait 12 mètres de long. Oui, mais là en l'occurrence, c'est pas des drones, ni dans le cas, j'ai bien regardé, ni dans le cas du Danemark, ni dans le cas de la France. Il ne s'agit pas de drones de Reaper qui font plusieurs mètres
être ni de drones Baba Yaga ukrainiens qui font à peu près 5 mètres de diamètre, quoi. On est dans du petits drones, mais ça suffit pour créer une psychose. Évidemment, il y a eu en parallèle l'incursion le 19 septembre de MiG-31 dans l'espace aérien, cette fois estonien. 2 jours plus tard aussi, des avions de chasse allemands ont été dépêchés pour intercepter un avion de surveillance russe sur la mer Baltique. Voilà. Et on est... voilà. Depuis on va de nouvelles en nouvelles en se disant quelle va être la prochaine chose. Alors, s'il s'agissait, parce que il faut garder toutes les hypothèses, s'il s'agissait de la part des Russes de tester les capacités de l'Europe et de l'OTAN à réagir, militairement comme politiquement, on peut dire que c'est plutôt réussi. Tout le monde parle des drones. L'incursion des avions russes dans le ciel d'Estonie passerait presque comme une escalade, alors qu'en fait, il n'est pas rare que ceux-ci violent nos espaces aériens, comme nous, parfois, violons le leur. Donc c'est des choses assez courantes, mais la façon dont ça a été présenté, cette histoire d'Estonie, ça a été... c'est un peu comme... là, pour le coup, c'était vraiment une fake news, le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen en Bulgarie. Donc à chaque fois, tout petit incident est interprété évidemment comme une menace russe, une agression, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, militairement, c'est intéressant parce qu'on se dit, si les Russes commencent vraiment à le faire et commencent vraiment à nous envoyer des drones, a-t-on vraiment les moyens d'y faire face ? C'est pas sûr, puisque Madame von der Leyen a parlé de faire un mur. Alors, vous savez, les Allemands, avec les murs, ils sont assez... le mur de Berlin, le rideau de fer, etc., ils connaissent bien les murs, mais celui-là, elle a dit, Madame von der Leyen, elle a expliqué que il fallait, voilà, je la cite, établir une capacité européenne développée, déployée et entretenue conjointement, réactive en temps réel. Bon, ça, c'est le jargon bruxellois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tout ça est très flou, qu'il faudra réaliser des capteurs, mettre des capteurs le long de la frontière, que tout ça n'est pas encore fait et que le développement d'un système intégré capable d'abattre des drones prendra beaucoup plus de temps. Donc tout ça pour dire, ça démontre déjà une certaine fragilité, une certaine faiblesse dans notre dispositif, même si on a des moyens d'y faire face, mais on n'est quand même pas... voilà. Donc on est... voilà, militairement, on peut dire que cette confusion a montré des choses, et puis politiquement, on se pose la question, on se dit... quid de l'étape suivante ? Qu'est-ce que s'il y a une prochaine incursion qui mène à la destruction d'un appareil. Vous savez que Mark Rutte, qui est le patron de l'OTAN, interviewé par Fox News il y a une semaine, disait s'il y a un avion qui pénètre dans le territoire, il faut l'abattre. 3 jours plus tard, sur CNews, sur CNN, il disait oui, il faut voir s'il y a une menace réelle, etc. Donc on était déjà un cran en arrière plutôt que... Voilà. Donc tout ça est pour dire que voilà, on est dans une confusion. S'il y a destruction d'appareils, c'est intéressant que toujours BFM a interviewé Alexei Meshkov, qui est l'ambassadeur de Russie en France, qui a dit ça sera la guerre. Bon. Voilà, et il y a eu Dominique de Villepin qui nous a expliqué qu'il faut prendre nos responsabilités. Il a dit nous n'avons pas vocation à avoir une défense en chocolat, donc il faut qu'on montre quand même qu'on est les voilà. Donald Trump lui aussi a suggéré qu'il faudrait abattre les avions de Moscou, ce à quoi Emmanuel Macron a appelé l'OTAN à monter d'un cran mais sans abattre d'avions. Donc voilà, il y a quand même une certaine confusion, et de ce point de vue-là, on peut dire que politiquement c'est réussi aussi, parce que, comme je le disais en début de cette chronique, les Russes sont dans nos têtes, quoi. Les Russes sont dans nos têtes. Il y a 2 choses quand on vous écoute. D'une part, on se rend compte que chaque incursion dans l'espace aérien de l'OTAN ou dans l'espace aérien de l'Union européenne, évidemment, renforce l'idée que la Russie est le grand méchant loup. Rien de ce qu'a fait la Russie jusqu'à maintenant ne la présente comme un bel agneau. Et on a aussi immédiatement derrière la justification en fait des centaines de milliards d'euros
de crédits qui sont censés être donnés aux États-Unis pour nous aider à bâtir notre système de défense, puisque donc c'est l'un des engagements d'Ursula von der Leyen, lâcher à Donald Trump des masses très conséquentes d'argent pour équiper l'Union européenne. Et vous savez, je ne vais pas vous apprendre, c'est pas ici que je vais apprendre que l'état du pays est quand même déplorable, de la France. Je regardais l'autre jour, la France s'est rentrée en termes de richesse par habitant, on est 10e en Europe, ce qui fait que maintenant on est classé dans les pays du Sud. Donc c'est une sorte de décrochage généralisé de la France sur tous les tableaux, et que pour pouvoir justifier encore de donner de l'argent à l'Ukraine et des armes et d'acheter des armes, eh bien il faut bien qu'il y ait une menace. Donc quelque part, agiter le cocotier en disant regardez, ils sont très méchants, et si on se défend pas, et si on défend pas l'Ukraine, on va y passer, ils vont nous envahir, etc. C'est un peu le but aussi. Alors je pense qu'il y a des deux. Je pense que les Russes également sont aussi dans cette ça fait partie des vieux trucs russes, hein, créer l'escalade, montrer qu'il y a le danger, etc. Et je pense que l'un quelque part nourrit l'autre, mais pour nous, il y a effectivement urgemment besoin à justifier et du coup, on va très loin, parce que vous regardez des positions comme Zelensky, qui lui défend son bout de gras dans l'histoire, il explique que la Russie, sans attendre la fin de la guerre en Ukraine, va probablement envahir un pays d'Europe de l'Ouest, sous-entendu probablement les Balkans, etc., et qu'il y a un renforcement. Ce qui ne veut pas dire que la Russie va le faire, mais c'est vrai que la Russie a créé les conditions, elle, de son côté, pour qu'il y ait une augmentation des tensions, précisément dans ces zones, avec ses vols, avec ses avions, en faisant aussi des manœuvres militaires conjointement avec la Biélorussie au début du mois de septembre, des choses comme ça. Alors, côté OTAN, on agite aussi pas mal. Il y a beaucoup de véhicules blindés qui se baladent du côté de Narva et du côté de la frontière avec la Russie, entre l'Estonie et la Russie. Ça, c'est assez notoire. Mais tout ça ne nous fait pas, pour le moment, une troisième guerre mondiale. Mais en tout cas, ça alimente une certaine psychose. Et les drones, c'est facile. Les drones, ça veut dire qu'on peut voir l'ennemi partout. Et comme on aime à se faire peur, c'est assez facile de se faire peur. Voilà. Alors, c'est assez facile de se faire peur, et en même temps, donc c'était ma deuxième question, mais vous y avez déjà répondu, on comprend bien que Volodymyr Zelensky ait tout intérêt à expliquer que face à cette Russie belliqueuse, il faut continuer à renforcer cette coalition des volontaires. En fait, on comprend bien le jeu de l'Union européenne, on comprend bien le jeu d'Emmanuel Macron, qui est peu à peu d'exister quand même par rapport à ce dialogue Russie-États-Unis qui avait éliminé l'Union européenne. On a besoin en fait de cette montée, de cette escalade vers la guerre pour justifier notre existence en tant qu'Union européenne. Pour justifier notre existence, pour justifier notre position actuelle vis-à-vis de l'Ukraine également. Parce que le dernier message de Donald Trump, qui semblait montrer qu'il était retourné dans le camp de l'Ukraine, là aujourd'hui apparemment il aurait autorisé, d'après Keith Kellogg, qui est son premier envoyé spécial en Ukraine, il aurait autorisé l'Ukraine à utiliser à nouveau des missiles à longue portée pour frapper le territoire russe. Donc il y a à nouveau une escalade. Encore une fois, ça semble nouveau, ce n'est pas nouveau. Hein. À un moment de la bataille de Koursk, pour la première fois à l'époque, Joe Biden avait autorisé l'Ukraine à utiliser des armes à longue portée. Je parle des attaques MS, des Storm Shadow et des Scalp. Storm Shadow étant britannique et Scalp français, mais l'attaque MS américain, Trump avait dit stop, et maintenant il a dit ok. Donc on est revenu dans une configuration, on va dire, où les États-Unis donnent l'autorisation à l'Ukraine de frapper la Russie, ça c'est nouveau. Et nous, il faut qu'on montre qu'on est capable d'être là. Il faut qu'on montre qu'on est capable de prendre le lead aujourd'hui, puisque c'est ce que Trump nous montre. Trump dit, cette guerre, c'est très intéressant le message qu'il avait fait la semaine dernière sur Truth Social, son média, où à la fin il disait « I wish both countries well ». Je souhaite du bien aux deux pays, en parlant de la Russie et de l'Ukraine. Sous-entendu, je me lave les mains de ce qui va se passer aujourd'hui. Et il explique un peu avant que avec le financement européen des armes pour l'Ukraine, l'Ukraine peut gagner la guerre. Ce qui sait pertinemment...
pertinemment, il sait que c'est faux. Mais c'est une manière pour lui de dire « j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, je n'y suis pas arrivé ». Aux Européens de se débrouiller de cette guerre. Cette guerre ne sera pas ma défaite. C'est ça que Trump veut dire. C'est la guerre de Biden. Je ne l'aurais pas fait. Il l'a répété. Il le répète encore de façon quasi systématique à chaque fois qu'il parle de l'Ukraine. Si j'avais été au pouvoir, il n'y aurait pas eu cette guerre, etc., etc. Donc il ne veut pas de cette guerre. Il n'en veut pas. Il veut s'en laver les mains. Et c'est un peu ce qu'il a indiqué. Et aujourd'hui, nous, on a intérêt à montrer que la menace est bien réelle pour montrer qu'on est là pour y faire face et que l'Europe, vous voyez les Européens qui donnent de la voix, Madame Ursula von der Leyen qui prend la parole régulièrement, d'autres personnages moins, on va dire tout aussi agressifs comme Nathalie Loiseau, etc. vont vous faire du délire anti-russe en permanence sur les réseaux sociaux et ailleurs. Donc on est dans une sorte de montée en puissance pour dire, voilà, la menace est là, l'Europe y fait face, l'Europe est solidaire et elle est fermement aux côtés de l'Ukraine. Voilà le message. Et ce message, pour la France, ça se traduit d'une manière assez précise. La France s'est dépouillée de ses canons César au profit de l'Ukraine. Et il y a d'autres matériels qui font que plusieurs régiments ont des dotations largement inférieures à celles dont ils auraient besoin sur des lance-roquettes, etc. Donc, on est en train de vider l'armée française de tous ses moyens au profit de l'Ukraine, sans qu'on soit capable de les reconstituer malgré les déclarations de Lecornu, malgré les déclarations de Macron. Ah oui, mais ça, de toute façon, c'est... Et on n'est pas capable, non seulement parce qu'on n'a pas l'argent, rappelons qu'on a 9 milliards d'impayés déjà, et aussi parce qu'en fait, aucune des industries françaises n'est calibrée pour produire beaucoup plus. Et quand bien même on les recalibrerait pour produire beaucoup plus, je vous pose une vraie question, ça va durer 10 minutes. Quand même, on les recalibrerait pour produire beaucoup plus. En fait, les industriels rechignent à s'engager parce que là, il y a cette espèce de prurit ukrainien. Mais une fois qu'on aura multiplié les capacités de production et les embauches, qui prouve que dans 5 ans, l'État français ne va pas se désengager. Oui, bien sûr. Mais surtout, on est pris de court. Et du coup, on fait comme ce qu'on a fait depuis le début de ce conflit, c'est-à-dire on se paye de mots, en fait. Comme on n'a pas le matériel ou qu'on l'a, je dirais, de façon parcellaire ou lacunaire, du coup, on utilise une certaine emphase et on essaye d'apparaître plus menaçant ou plus fort qu'on ne l'est en réalité. Et quand on regarde ce qu'il y a dans les stocks, effectivement, on fait la grise mine. C'est un petit peu ce qu'avait dit aussi le chef d'état-major Thierry Burkhardt en partant. Il avait signalé à Emmanuel Macron que oui, il y avait un problème de production, qu'il y avait un problème de hangar qui était pratiquement vide et que aujourd'hui, notamment au niveau des munitions en particulier, il y a une usine de poudre qu'on a réouvert. Je crois qu'on a augmenté la capacité des canons César, mais c'est pareil, on n'est pas le canon César. Là aussi, quand je dis on se paye de mots, oui, c'est une arme très efficace. Oui, c'est une arme que les Russes ont réussi à en éliminer un certain nombre, mais pas tous. Ils ont le canon César a très bien performé, à la différence d'autres véhicules ou d'autres matériaux fournis à l'armée ukrainienne. Je pense en particulier aux tanks, aux chars. Que ce fut les léopards allemands ou les M1 Abrams américains, qui ont été en grande partie détruits. Le canon César, lui, a eu son utilité, mais le canon César, porté 40 km, 155 mm de calibre, très mobile, qui peut se camoufler, qui peut tirer son obus et puis partir, etc. Donc on est avec une arme très très performante, mais les Russes en face ont des vieux canons, mais ils en ont 500. Et nous, on va avoir 2-3 canons César en face. En termes d'artillerie, c'est pas suffisant. Et on sait que les Russes, dans cette guerre, ont toujours l'avantage sur l'artillerie, sur le rapport de feu. Même si aujourd'hui, la configuration, la façon dont on mène cette guerre a beaucoup changé, notamment avec les drones. L'artillerie reste quand même un des apports principaux de cette guerre. Et face à des Russes qui ont des canons nettement moins sophistiqués mais beaucoup plus nombreux, on peut rien faire. Donc
finalement, encore une fois, on met en avant des choses et on dit oui, ça y est, voilà, on va gagner comme ça. Non, on va pas gagner comme ça. Et effectivement, vous avez raison, une guerre, ça se gagne sur le champ de bataille. Et pour le moment, on est loin de l'avoir gagné, au contraire. Donc voilà. Et puis après, il va se poser la question de savoir, et ça va revenir à nouveau, j'en suis sûr, puisque Emmanuel Macron agite le cocotier régulièrement sur la question des troupes, parce qu'on peut envoyer du matériel de façon, pendant plusieurs années peut-être, si on l'achète aux Américains à l'Ukraine, ça n'enlèvera pas que on va pas inventer des Ukrainiens pour aller combattre dans les tranchées. Et aujourd'hui, le problème de l'Ukraine, c'est la pénurie d'hommes, le manque de réserves, et ça, c'est un problème insoluble pour le moment. Voilà, et donc... voilà, et puis il va falloir se poser la question de savoir jusqu'où on est prêt à aller. C'est exactement la question que posait David Engels ce matin. Il rappelait qu'en 1939, nous n'étions pas prêts à mourir pour Danzig. Non. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'un jeune Français est prêt à mourir pour Emmanuel Macron ? Je pense pas qu'il soit prêt à mourir pour Emmanuel Macron. Je pense pas qu'il. La vraie question, c'est est-il prêt à mourir pour l'Ukraine ? Et là, il faut automatiquement rappeler à nos auditeurs ce que représente l'Ukraine pour les Français. Avant le début de cette guerre, l'Ukraine, en dehors des cours de géographie section agriculture, de vagues souvenirs et peut-être d'un ou deux voyages, les gens ne connaissent pas l'Ukraine. Les gens connaissent la Russie, mais ils ne connaissent pas l'Ukraine. On nous a expliqué au début de ce conflit qu'il fallait aimer ardemment ce pays, que nos valeurs étaient étaient représentées là-bas. Alors bon, là tout ça, il y a quand même sujet à débat. L'Ukraine était un des pays les plus corrompus au monde avant le début de ce conflit, ça n'a pas changé. Donc nos valeurs qu'on défend là-bas, je suis pas sûr. Maintenant la question, effectivement, les valeurs de la Macronie, sûrement, s'il s'agit de corruption. Mais... oui, mais si c'est une guerre d'agression comme le conçoit le président, parce que le président considère que s'il s'agit d'une guerre d'agression qui a commencé, enfin qui a pas commencé, mais dont la phase actuelle date de février 2022. En réalité, quand on creuse le conflit, on voit très bien que ça n'a rien à voir, que c'est pas là que ça a commencé, que le problème n'est pas simplement un voisin impérialiste qui franchit et viole les frontières d'un pays souverain. On est sur une toute autre explication, mais régulièrement Emmanuel Macron nous rappelle ça. Il n'y a pas d'évolution, on revient pas à Maïdan, on revient pas à la question du Donbass, enfin, tout ce qui est finalement la raison principale pour les Russes d'avoir mené cette guerre. Donc là, voilà, on va aller mourir pour une guerre qui n'est pas la nôtre, clairement, même si on peut dire oui, c'est l'Europe, et puis si on laisse la Russie, ils vont nous envahir, et là on retombe face à l'éternelle contradiction on va dire, des va-t-en-guerre de ce conflit, c'est-à-dire qu'un jour ils nous disent la Russie est nulle, elle avance pas, elle a pris que 200 km depuis 2 ans dans le Donbass, c'est vrai, elle a pris que 200 km en termes de... Et puis le lendemain, vous allez avoir un Jean-Noël Barrot qui va nous dire attention, le front se rapproche. Ah oui, il s'est rapproché de 200 km à 6000 km de chez nous, mais il se rapproche. Attention, là les chars russes sont bientôt à Strasbourg, comme on disait en 81 à l'époque de l'élection de François Mitterrand. Donc en fait, voilà, il y a toujours cette contradiction entre une Russie nulle qu'on va vaincre et qu'on aurait dû vaincre depuis longtemps, qui d'ailleurs, pour preuve, on dit oui, ils auraient dû gagner au début. C'est Donald Trump lui-même qui dit dans son dernier message, la Russie aurait dû gagner cette guerre en 3 jours si elle avait eu une armée digne de ce nom. Sous-entendu, si elle avait été l'armée américaine. Il faut quand même rappeler à Donald Trump que l'armée américaine, elle a pataugé en Afghanistan pendant 20 ans, que au Vietnam, elle est partie la queue basse. Donc, je ne donnerai pas de conseils à des pays qui, effectivement, ont piétiné, ont connu un début de guerre. Les Russes ont connu un début de guerre calamiteux, avec des cartes d'état-major qui remontaient aux années 70. Mais je me souviens d'un officier russe qui m'a expliqué que sur sa carte, il y avait une forêt, et quand ils sont arrivés, il y avait une ville à la place, parce que la carte datait de 1975. C'est comme ça que la Russie a commencé
le conflit. Bon, depuis, les choses ont quand même substantiellement changé. Elle s'est adaptée, elle a appris de ses erreurs, etc., etc. Et aujourd'hui, oui, elle est toujours à la peine pour vaincre l'Ukraine, qu'elle n'a toujours pas vaincu, mais ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, ça ne veut pas dire... Enfin voilà. Et régulièrement, il y a une sorte de propagande ou d'auto-persuasion que la Russie, in fine, finira par perdre, qui fait qu'on trouve tous les moyens possibles pour justifier qu'à un moment, ça va se produire. Et en réalité, quand on regarde, ben voilà, on est en passe d'attaquer la 3e année d'hiver, de guerre en hiver, voilà, et la Russie, pour le moment, est toujours à l'offensive et grignote toujours sur le champ de bataille. Alors, revenons sur ce que vous disiez tout à l'heure sur cette espèce de jeu, même si le terme est sans doute mal choisi, perpétuel, entre je franchis ton espace aérien, mais tu franchis mon espace aérien. On a l'impression que c'est exactement ce qui se passait pendant la guerre froide, où régulièrement on nous expliquait que tel bombardier stratégique avait frôlé tel espace aérien, que tel chasseur avait pénétré dans tel... Et même, ça fait partie, si j'ose dire, de l'entraînement des troupes de l'OTAN et des troupes soviétiques à l'époque, qui testent en permanence les capacités de l'autre. Oui, totalement. Et je pense qu'on s'achemine vers une guerre froide 2.0 avec d'un côté les États-Unis et leurs vassaux, puisqu'on ne peut plus appeler ça des alliés. Pour moi, nous ne sommes plus les alliés des États-Unis, nous sommes leurs vassaux. Nous signons des traités hyper désavantageux, ils nous taxent, ils nous mettent plus 15% de taxes, nous nous engageons à acheter jusqu'à 600 milliards d'énergie aux États-Unis tous les ans. Un certain nombre de sociétés allemandes se sont littéralement suicidées pour payer des hydrocarbures 3 fois plus cher qu'ils ne les payaient avant quand ils les prenaient en Russie. Bref, tout ça, c'est vraiment du sadomasochisme. Mais bon, on l'a fait, voilà. Et donc maintenant, on a les États-Unis avec leurs vassaux. Et de l'autre côté, on a une entité nouvelle qui, en anglais, sonne assez joliment, qui s'appelle The Dragon Bear, c'est-à-dire le dragon et l'ours. Le dragon chinois et l'ours russe. Voilà, l'ours dragon ou le dragon russe ou le dragon ours, voilà, appelons-le, mais qui sont pour le moment maintenant indissociables. C'était la hantise de Donald Trump. Je crois qu'on l'a absolument créé avec cette guerre, c'est-à-dire ce rapprochement entre les Chinois et les Russes, qui fait qu'on a quand même une force assez colossale. Et quand on a, comme beaucoup d'observateurs, regardé la dernière parade sur la place Tiananmen à Pékin, ça faisait froid dans le dos. Il y avait au moins 10 nouveaux armements flambant neufs qu'on ne connaissait pas, et les Chinois sont capables, eux, d'intégrer les questions justement de toutes les nouveautés de cette guerre, notamment la donne drone, on va dire, à leur équipement, tandis que nous, on est toujours à balbutier dans ces domaines-là. Donc finalement, on a une puissance assez colossale qui est en face de nous, et une guerre froide 2.0 qui est en train de se mettre en place, qui fait par exemple que sur la question des ressources, vous avez reçu Charles Danjou tout à l'heure d'Omerta pour le magazine qu'on vient de sortir sur le Congo. Bon, le Congo, l'accord qui est noué par Trump et la paix annoncée entre le Rwanda et le Congo, RDC, quelque part en toile de fond, c'est l'affrontement économique pour la chasse aux minerais rares en particulier, entre les Chinois et les Américains. Donc là, il y a une guerre économique qui va se jouer. Aujourd'hui, 90% de ces minerais partent en Chine. Trump lui dit non, lui il veut avoir sa part du gâteau, et donc il fait cet accord. Mais quelque part, voilà, il va y avoir donc des compétitions comme ça. Et si un jour, moi je serais pas surpris qu'un jour Trump décide d'annexer le Groenland, et la Russie dira rien du tout. C'est chacun son territoire, et c'est un peu ce qui est en train de se passer. On se teste, on touche les choses. Et au milieu, il y a cette guerre en Ukraine dont on sent que les Américains, et en particulier Donald Trump, aimeraient terminer pour passer à autre chose. Alors, passer à autre chose, c'est aussi peut-être commencer à revenir sur un certain nombre d'erreurs, je ne vois pas comment on pourrait appeler ça autrement, comme par exemple le fait d'avoir poussé Modi, donc le dirigeant indien, dans les bras des Chinois. Oui. Il y a encore quelques années, la Chine et l'Inde se faisaient la guerre et étaient dans le froid le plus complet. Et là, par l'intermédiaire de Trump,
qui a décidé de punir l'Inde parce qu'elle aidait la Russie à vendre ses hydrocarbures, Modi a décidé du jour au lendemain d'aller embrasser Xi Jinping, ce qui a étonné tout le monde. Oui, en plus, il y avait un différend frontalier qui avait fait des morts l'année dernière. Du côté de l'Himalaya. Tout à fait. Et donc, il y avait... et ce différend frontalier, ce qui est intéressant, lors d'un sommet des BRICS, ça a été résolu. Et puis, en effet, il y a cette question de l'écoulement du pétrole russe qui est fondamentale dans l'équation, puisque l'économie russe, si on veut la mettre à genoux, comme disait Bruno Le Maire, il faut commencer par l'asphyxier au niveau de ses livraisons de brut. C'est vraiment là où on peut faire très très mal aux Russes. Alors, on peut maintenir les cours du pétrole très bas de façon à ce que la Russie ait moins de revenus. Mais grâce aux hydrocarbures en 2023 et en 2024, la Russie a atteint 4% de croissance. Et donc, et c'est principalement là, alors évidemment, vous me direz, il y a le stimulus fiscal lié aux industries d'armement qui fait que la Russie aussi a connu une économie, une santé économique insolente pendant 2 ans. Là, elle se contracte, son économie. Il y a de l'inflation, il y a tout un tas de phénomènes qui montrent que ça va nettement moins bien. Mais tant que l'Inde et Donald Trump le sait très bien, tant que l'Inde et la Chine continueront à écouler le pétrole, et tant que l'Europe continuera à acheter du pétrole aux Russes, puisque c'est ce qui se passe, et Donald Trump est furieux de ça, il est furieux que l'Europe achète du pétrole, mais lui-même achète du pétrole aux Russes. Donc voilà, finalement, on n'est pas à un paradoxe près, mais il aimerait asphyxier la Russie de ce point de vue-là et faire en sorte, et c'est pour ça qu'il a placé des tarifs douaniers exorbitants sur l'Inde. Avec la Chine, il hésite beaucoup plus parce que les Chinois ont montré qu'ils avaient des capacités de riposte qui pouvaient faire très mal à l'économie américaine et à nos économies. Donc finalement, avec la Chine, on est plus prudent, alors qu'en réalité, c'est la Chine qui qui écoule le plus de pétrole russe et de gaz également, et ça va pas s'arrêter puisque on a annoncé récemment, au moment de la visite de de Poutine à Pékin, et au moment du sommet de l'OCS, que un gazoduc géant allait être inauguré bientôt entre la Chine et la Russie. Donc si on voulait que la Russie et la Chine se détachent, là, on en est très très loin, et Donald Trump ne peut que constater ça et enragé de ça. Donc il essaye de se dire, tiens, je peux frapper la Russie au niveau du porte-monnaie pour la contraindre à ouvrir des négociations et terminer la guerre en Ukraine. Bon, en réalité, en fait, Donald Trump n'a très très peu de cartes dans cette histoire. C'est le constat et c'est la conclusion. Alors, il nous reste 2 minutes malgré tout avant la véritable conclusion de cet entretien. À votre avis, est-ce qu'on est parti pour encore 5 ans de guerre ou est-ce que dans 6 mois ce sera réglé ? Est-ce qu'il serait honnête de faire des prévisions ? Ce qui est en train de se passer sur le terrain, si on en prend les propos de Trump, c'est que globalement, ce qu'il semble dire, c'est que dans 6 mois ou dans 1 an, il y aura côté ukrainien comme côté russe peut-être 50 000 soldats morts en plus, et que rien ou très peu de choses auront changé. Ça, c'est le constat de Trump qui veut, à chaque fois qu'il dit arrêter cette guerre, pour empêcher des jeunes hommes de mourir. C'est un peu son obsession à Trump. C'est quelqu'un, on l'a déjà dit sur cette antenne, mais qui, et je le répète, n'aime pas la guerre et voudrait qu'elle se passe ou qu'elle se livre avec d'autres moyens, des moyens économiques, plus que d'envoyer des gens dans des tranchées. Donc c'est difficile de prévoir ce qui peut se passer. La Russie, elle, espère tenir et espère l'effondrement de l'armée ukrainienne avant l'effondrement de sa propre économie. On verra si si le pari de Poutine tiendra, si Poutine gagnera son pari. En tout état de cause, à l'heure où on parle, la Russie reste en position de force et l'Ukraine en position de faiblesse. Et attention aux sirènes de la propagande occidentale et des choses qu'on peut entendre sur cet optimisme récurrent de certains. La situation actuellement sur le front reste quand même très très critique pour l'Ukraine. Merci beaucoup Régis Le Sommier. Merci. Et à la semaine prochaine pour une autre analyse passionnante. Merci.